Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, enseignant de finance et je fais une présentation qui s'intitule Les pays de la Confédération des États du Sahel créent une banque d'investissement. Voilà. Donc, comme vous l'avez suivi par décret, les pays de la Confédération des États du Sahel ont signé le protocole qui leur permet de mettre en route dans la constitution de la Banque d'investissement et de développement, ou la Banque de développement et d'investissement, au capital social entièrement libéré de 500 milliards, de 1 milliard de dollars, donc environ 600 milliards de francs CFA. Voilà. Donc, ils ont mis cette banque sur, ils ont mis donc cette banque sur le marché, si je dirais comme s'ils ont procédé au lancement de cette banque-là, voilà. Donc, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé du volet banque de développement. C'est quoi une banque de développement? Je me répète encore, c'est une banque qui intervient dans le financement de l'agriculture, par exemple. Aujourd'hui, on maîtrise les risques dans l'agriculture. Donc, dans le développement de l'agriculture, dans le développement de l'irrigation, par exemple, dans les travaux de faisabilité de l'irrigation, dans le travaux de désenclavement, par exemple, des routes rurales pour faciliter l'accès aux bassins de production, dans les travaux d'aménagement des bassins d'eau pour l'arrosage des roues d'irrigation ou la pisciculture, etc., etc. Dans l'énergie, par exemple, la production des micro-barrages, des barrages qui font 20 ou bien 30 à 50 mégawatts et qui en même temps constituent des réserves d'eau pour pouvoir faire de l'irrigation agricole. Dans les centrales solaires, 20, 30, 40, 50, 60, voire 100 mégawatts. Dans les centrales éoliennes, etc. Dans l'éducation, dans la promotion des... etc., etc., etc. Donc ça, c'est le travail des banques de développement. Mais à côté, les pays de l'AES, si vous avez noté, ont également créé une banque d'investissement. Donc, elle aura deux départements. Elle aura un département banque de développement, donc Long Life Asset Financing, mais elle aura également un département banque d'investissement. Bon, je rappelle ce que c'est qu'une banque d'investissement. Une banque d'investissement, c'est une banque qui est chargée de structurer les financements ou de rechercher des financements, par exemple pour l'État, pour les États. Donc, cela veut dire qu'au sein de la Banque de développement des États de l'AES, il y aura une division qui sera en charge de rechercher des financements. Donc, par exemple, de rechercher des financements. Comment ça se fait? Ça se fait essentiellement par l'émission des obligations. Les obligations. Il y a plusieurs types d'obligations. Comme on dit, il y a les callable bonds, il y a les put bonds. Ils pourront faire des émissions d'obligations, par exemple à taux zéro, pour souvent alléger la trésorerie des États. Ils pourront faire des émissions de Brady Bond, par exemple, pour restructurer des dettes intérieures qui traînent pour les États membres de l'AES. Ils pourront émettre des obligations, comment on dit, state, peut-être pas state, mais des obligations de la banque qui sera en fait l'interface entre les États et les marchés financiers. Ils pourront émettre ce qu'on appelle des green bonds pour aller à la recherche des ressources financières qui sont chargées pour tous les projets verts, donc qui limitent les émissions de CO2. Par exemple, la construction d'une centrale solaire, il y a énormément de soleil dans l'AES. Par exemple, la construction des infrastructures de production d'énergie électrique sans émission de CO2, la construction des bâtiments d'hôpitaux ou par exemple des écoles avec des matériaux locaux qui ne font pas des émissions de CO2. Il y a des green bonds pour ça. Il y a également des eurobonds, ça veut dire que ils pourront capter les ressources de la diaspora en disant, bon voilà, nous, vous ouvrez un compte par exemple chez EcoBank, je suis camerounais, j'ouvre un compte chez EcoBank en Côte d'Ivoire par exemple, je peux ouvrir un compte chez EcoBank et via EcoBank qui est un broker agréé à la bourse d'Abidjan, s'il lance un emprunt obligatoire, un eurobond, je rappelle ce que c'est qu'un eurobond.
Un eurobond, c'est un emprunt dans une devise, mais qui n'a pas lieu sur sur le territoire. Je prends un exemple. Si je lance un emprunt aux États-Unis, ici et là, avec mon entreprise, ça s'appelle un domestic bond, parce que le dollar est la monnaie domestique des États-Unis. Maintenant, si je lance un emprunt, je suis aux États-Unis, je lance un emprunt en dollars sur le marché de Paris, ça s'appelle International Bond, je crois, ou un Foreign Bond. Maintenant, si je suis le Mali et je lance un emprunt en dollars sur la bourse d'Abidjan, ça s'appelle un eurobond parce que l'emprunt est garanti par un acteur qui ne réside pas aux États-Unis, l'État du Mali ou la banque d'investissement de l'AES. Et l'emprunt est en dollars. Le dollar n'est pas la monnaie de l'AES ni de l'UMOA. Donc, à partir de ce moment, c'est un concept qui vient du fait qu'on parle des dollars et des euro-dollars. Les domestic dollars, c'est les dollars en circulation ici. Et les euro-dollars, c'est les dollars en circulation à l'extérieur. Là où les États de l'AES ont un avantage, c'est que le Mali a une grande diaspora. Le Sénégal a une grande diaspora. Le Burkina a une grande diaspora. Le Niger a une grande diaspora. Le Ghana a une très grande diaspora, etc. Donc à partir de ce moment, si les États de l'AES disent nous lançons un emprunt obligataire de 100 millions, de 200 millions de dollars, ce qui fait à peu près 120 milliards de francs, la BCAO doit autoriser l'ouverture des comptes en devises. À partir du moment où il y a l'ouverture des comptes en devises, nous pouvons transférer en devises ici aux États-Unis, je ne sais pas moi, peut-être 4 000 dollars déposés dans un compte à Abidjan. Et si la part value c'est 200 dollars, avec ça, nous pouvons acheter des obligations en dollars. En dollars, je dis bien. En dollars. Ça n'a pas besoin d'être transféré en CFA. En dollars. Et en dollars, maintenant, ça dépend dans ce qu'on appelle le term sheet. Les banques de l'AES peuvent décider, voilà, nous allons vous repayer ça en CFA. Ils peuvent mettre une clause qu'on appelle callable bond. Ça veut dire que au put bond, ça veut dire que voilà, nous avons convenu d'un prix standard pour éviter les fluctuations du dollar. Voilà, éviter les fluctuations du dollar. On convient d'un taux auquel on va s'arrimer pour le remboursement de dollars. Et on vous fera le remboursement en francs CFA. L'avantage, c'est que ça attire les devises. Ça permet à nos États de ne pas souffrir le martyre pour se procurer des devises. Ça leur permet de capter cet argent pour travailler, acquérir par exemple des actifs qui n'ont pas chez eux, travailler et après rembourser l'argent. Donc, la mission de la banque d'investissement, c'est de lever l'argent sur les marchés locaux, les marchés internationaux. Mais je dis encore que quand on regarde la BRVM et on regarde le potentiel en termes d'épargne, la BRVM a tout le potentiel pour mettre l'argent sur la table pour que voilà, ça fasse mettre de l'argent sur la table pour que ça fasse pour que les prix augmentent. Voilà. Disons, mettre de l'argent sur la table pour que les pays de l'AES puissent accélérer leur développement. Ça, c'est important. La deuxième chose à banque d'investissement, c'est que une banque de développement ne se concentre pas sur des projets vraiment rentables. Comme quand on dit rentable, ça veut dire que on met l'argent et on connaît exactement le seuil de rentabilité de l'entreprise, le retour sur investissement, etc., etc. Non, parce que quand vous voulez produire, vous voulez développer l'agriculture, il y a des aléas. Certes, aujourd'hui, on maîtrise des aléas, mais le cycle est un peu long et il y a des incertitudes. C'est pour ça que c'est à l'État de faire ça. Mais avec la banque d'investissement, par exemple, vous combinez les deux choses. C'est pour ça que l'initiative est bonne. Ça veut dire que vous pouvez décider, par exemple, de lancer par exemple, comme on voit au Niger, on peut décider de faire de l'irrigation. De faire l'irrigation, par exemple, pour produire du riz. Bon, la banque de développement peut financer l'irrigation, peut financer l'acquisition des semences et des engrais pour développer la culture du riz. Mais une fois que vous avez développé la culture du riz, vous avez besoin des silos à grains, des usines de grainage et des silos à grains pour les conserver le plus longtemps possible. C'est ces deux choses. À partir de ce moment, vous pouvez conserver votre riz pendant 5 ans et vous pouvez le sortir quand vous avez des silos. Vous l'ensachez et vous le mettez à la vente dans des sacs peut-être de 50 kg. Vous mettez à la vente
au gré de la demande sur le marché. Voilà. À partir de ce moment, l'activité de grainage, d'achat de riz paddy, de grainage, de blanchiment, d'ensachage, c'est une activité dont on peut calculer la rentabilité nette. De manière que si on dit le besoin de financement est de 20 milliards, alors c'est de 20 milliards. Et ça, c'est la banque d'investissement qui fait ça. Si maintenant, vous voulez construire des silos à grains pour le stockage de ce riz et son ensachage, ça aussi, on peut faire les calculs en déterminant, en disant, voilà, si on investit comme ça, dans 4-5 ans, on va trouver l'argent. Si par exemple, comme au Burkina Faso, l'État dit, bon, voilà, je vais accélérer cette année, je vais faire avec les engins que j'ai donnés, je vais amener les gens à développer 60 000 hectares de production de tomates. L'État dit, je veux que les 60 000 hectares soient transformés. On peut accélérer le volume, le nombre d'entreprises de transformation de tomates. On sait que là, ce sont des investissements qui sont rentables. Là, on a recours à la banque d'investissement qui structure le financement pour que cela soit possible. Si, par exemple, l'État du Burkina Faso dit, voilà, j'ai 2 millions de tonnes de pommes de cajou, et avec ça, je veux produire de l'éthanol et de l'alcool alimentaire, par exemple, voire même de l'alcool médical, par exemple. On a bien vu qu'avec 5 millions d'investissements, 6 milliards d'investissements, on transforme 5 000 tonnes. Bon, si on a des machines plus performantes, d'après que je me suis renseigné, avec 6 milliards d'investissements, on peut transformer 10 000 tonnes. Bon, l'État burkinabé peut dire vraiment, j'ai besoin d'arriver à 100 000 tonnes. À partir de ce moment, il faut 60 milliards d'investissements. Peut-être pour construire 3 usines de 20 milliards. À partir de ce moment, la banque de l'investissement peut structurer le financement. Donc, vous comprenez qu'il y a une corrélation dans l'activité des deux banques. Et c'est bien qu'il n'ait pas créé deux entités différentes, mais qu'il ait créé une seule entité. Et une seule entité va pouvoir travailler de manière... elles vont pouvoir travailler ensemble parce qu'il y a une corrélation entre les deux entités et leurs activités. Voilà. Et autre chose qui est important à souligner, c'est que, je prends un exemple, la banque de développement va corriger certaines erreurs qu'on voit dans la banque des... va corriger certaines erreurs, par exemple, qu'on voit dans la banque qu'on voit dans les banques de développement que nos parents ont créées et qui avaient certaines limites. Je prends un exemple. Si la banque de développement des pays de l'AES décide de mettre l'argent dans le développement de l'élevage au Mali, par exemple, ou le Mali pour élever les moutons, les bœufs, etc., surtout les moutons, dont la consommation est très prisée au Moyen-Orient, l'âme, j'ai fait un billet ici avec des amis venant du Moyen-Orient. Quand on allait chez eux, on mangeait deux choses, le riz et le mouton. On a tellement mangé le mouton qu'on n'a même plus envie de manger le mouton, quoi. Voilà. Donc, par exemple, un pays comme le Mali décide de faire ça. On sait très bien que pour que l'élevage soit performant, il faut au moins deux choses. Il faut une usine de fabrication d'aliments pour animaux et une autre usine de fabrication, par exemple, de tout ce qui est vaccin et matériel pour l'élevage. Voilà, pour l'élevage, dépendant des saisons. En saison pluie, peut-être il faut sédentariser les animaux. En saison sèche, il faut les faire bouger, etc. etc. Bon. La banque de développement peut financer le projet de financement de l'élevage. Mais la banque d'investissement peut financer le projet, elle peut dire, voilà, nous allons sortir un paquet de 200 milliards. 80 milliards va consister à soutenir les planteurs, les éleveurs pour le développement de leur cheptel. Il reste 120 milliards. 20 milliards va servir à créer une usine de fabrication. 10 milliards peut servir à créer une usine de production des vaccins. 10 milliards peut servir à créer une usine de production de matériel pour les éleveurs. Vous voyez qu'il va rester 100 milliards de francs. Dans les 100 milliards de francs, 20 milliards peut servir à créer une usine de fabrication d'aliments pour les animaux. Hein, c'est important. Il va rester encore 80 milliards. Dans les 80 milliards, 40 milliards peut servir à créer un abattoir. Hein, un abattoir. Et 40 milliards peut servir à créer un centre d'engraissage, par exemple. Hein, ou bien 100 milliards peut permettre à développer l'agriculture. 40 milliards peut servir à créer un abattoir moderne. Et 20 milliards peut servir à créer un centre d'engraissage. Ça fait un package.
À partir de ce moment, dans la chaîne de valeur que constitue l'élevage des caprins, des moutons, des chèvres, tout ça, vous avez la maîtrise de l'amont en aval. Et si vous êtes là, donc comme il y a la demande au Sénégal, en Mauritanie, au Maroc, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, etc., vous avez la maîtrise de la chaîne de valeur. Vous avez la maîtrise de la chaîne de valeur. Vous pouvez même envisager l'achat, l'acquisition de camions frigorifiques de manière à transporter par route les carcasses ou les cargaisons de moutons, ou comme les Brésiliens font par exemple, la viande découpée, mise dans les cartons vers les pays voisins. À partir de ce moment, vous créez la valeur, vous créez des emplois. On peut même imaginer qu'en bout de chaîne, vous dépensez par exemple 10 milliards dans ces 200 milliards-là, vous créez une tannerie de peau de moutons par exemple. Et la tannerie de peau de mouton, par exemple, on peut interdire l'exportation de ces peaux et les livrer exclusivement aux artisans locaux pour qu'ils puissent fabriquer des sacs, de la maroquinerie, des ceintures et plein de choses par exemple. C'est ça une banque de développement et une banque d'investissement. Ça veut dire que quand il y a un projet, ce que recherchent les acteurs, c'est de tracter le projet de l'amont en aval. De l'amont en aval, du haut vers le bas, de tracter le projet et voilà, de mettre tout ce qui est en œuvre pour que le projet puisse démarrer. Voilà, en gros, c'est comme ça. Donc, je souhaitais partager cela avec vous. Je remercie tous ceux qui ont suivi ma présentation. Si vous avez une question ou une observation, faites-la dans le chat, là, dans la courtoisie. Évitez d'être désagréable. Exprimez-vous dans la politesse. Respectez les autres. Partagez la vidéo. Partagez-la sur votre mur, dans vos groupes. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne car ici, le meilleur est à venir. Bye.